Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. L'Afrique, continent du futur, prenez-le pour dit. En termes de croissance, selon le rapport de la Banque mondiale, en termes démographiques certainement, mais aussi en termes d'opportunités. Et comment oublier cette jeunesse conscientisée? Eh oui, le panafricanisme s'adapte aux défis des conjonctures avec une nouvelle relève. Et on tentera de le démontrer aujourd'hui, ici, mais tout au long de l'année, avec vous, chers téléspectateurs. L'Afrique est riche, même trop riche, on ne cessera jamais de le dire aussi, mais incompréhensiblement, notre chère terre d'Afrique comprend des théâtres d'énormes tensions et d'abcès sécuritaires, voire des chocs où la population environnante en paie le lourd tribut. Prenez le cas de la Centrafrique ou encore plus dramatique, la République démocratique du Congo. Depuis la chute du mur de Berlin, combien ont perdu la vie au sein de ce fameux triangle, pourtant là aussi si riche en ressources. Le triangle de l'Afrique des Grands Lacs, pourquoi tant de tensions là-bas? Cette guerre qui ne dit pas son nom, quels en sont les acteurs principaux, mais aussi quelles en sont les raisons? Est-ce que les minerais, notamment en Nord Kivu, en sont la raison sous-jacente de la terreur ambiante? Et si finalement l'histoire du Congo racontait l'histoire de toute l'Afrique? Nous allons décortiquer, très chers téléspectateurs, tout cela ce soir dans un tout petit instant. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné de deux spécialistes de l'Afrique. Saïd Bouamama, sociologue, spécialiste des questions de discrimination et des processus de domination. Il est également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Il nous rejoint ce soir. Bonsoir Saïd, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. J'aurai également le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Hamzat Boukhari Yabara, historien spécialiste de l'Afrique. Vous travaillez beaucoup sur l'histoire de l'identité afrodescendante, sur l'histoire du panafricanisme. Vous êtes également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'Afrique là aussi. Hamzat Boukhari, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je reste avec vous, Hamzat Boukhari. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur l'idée de rassembler l'histoire de l'Afrique, qui est pour vous un enjeu majeur. Justement, on va essayer de répondre très vite à cette idée. La pensée panafricaniste visait une seule chose, en n'évitant pas bien évidemment les contraintes, de rassembler la voix de l'Afrique pour l'Afrique. Finalement, quand on parle aujourd'hui de rassembler la voix de l'Afrique pour l'Afrique, est-ce que ça peut paraître utopiste ou avons-nous des chances en 2025 avec l'ensemble des mutations et des jeux géopolitiques et géoéconomiques qui nous entourent d'y croire encore? Absolument, il faut y croire. Je pense que nous avons des institutions qui sont censées faire ce travail-là, donc il faut les accompagner, les réformer, les refonder si nécessaire. Nous avons une jeunesse qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, veut relever le défi de l'unité africaine. Elle organise des mobilisations, des marches, des activités. Nous avons des artistes, des sportifs, des compétitions qui permettent à l'Afrique de se retrouver, de se réunir. Et donc, il faut maintenant qu'au monde entier, l'Afrique puisse parler d'une seule voix et s'appuyer notamment sur ces diasporas qui sont actives partout où elles se trouvent dans le monde au nom de l'Afrique. Donc, la question de l'unité, du panafricanisme est toujours actuelle et active. Très bien, je viens vers vous, Saïd Bouamama. Quand on parle justement de l'idée d'unir et de libérer l'Afrique, mais aussi du panafricanisme, est-ce que ces idées-là ont donné naissance à de nouvelles pratiques en Afrique, qu'elles soient politiques, économiques ou encore sociologiques? Je crois que l'Afrique est devant un moment de choix incontournable, où elle décide de rester un continent dominé et elle va rester éparpillée, où à l'âge et au siècle des nations au moins régionales, si ce n'est continentales, elles décident de s'unifier. Et effectivement, il y a une prise de conscience aujourd'hui. Bien entendu, elle est de niveau inégal d'un endroit à l'autre. Bien entendu, elle n'est pas forcément unifiée, mais il y a une prise de conscience d'un destin commun, en particulier dans la jeunesse et en particulier dans les classes populaires. Il y a cette compréhension qu'il y a une communauté de destin. Maintenant, il faut la traduire en actes, il faut la traduire en projet, il faut la traduire en dynamique concrète, mais je pense que l'aspiration panafricaine est à l'ordre du jour, à nous de la transformer en projet. Très bien.
quand on parle d'inspiration panafricaine, Hamzat, on parle quoi justement d'inspiration panafricaine? Il y a un autre sujet que vous aimez aborder, c'est l'idée qu'aujourd'hui nous devrions passer par ce qui est pour endiguer la domination coloniale et pour en finir avec la domination coloniale, c'est de rassembler l'ensemble des énergies panafricaines. Mais par quel mécanisme? Le projet de base, c'est celui des États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les États africains mettent en commun un certain nombre de leurs moyens, de leurs ressources, de leurs prérogatives. Ça peut être notamment une diplomatie commune à l'échelle du continent africain. Cela peut être également une armée à l'échelle continentale, une armée fédérale. Il y a la question de l'économie, la monnaie, le marché qui se pose également à tous les niveaux. Il y a également la nécessité de produire une histoire qui puisse rassembler le continent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ce travail-là, c'est un travail politique. Donc il faut une volonté politique, il faut des volontés politiques pour aller dans cette direction-là. Je pense également que nous avons construit des fronts communs contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Et donc parfois avoir un ennemi commun, un adversaire commun permet de mieux nous retrouver. Et donc aujourd'hui, il faut identifier ces systèmes qui, du nord au sud et de l'est à l'ouest, fondent sur l'Afrique pour comprendre que nous sommes dans une période de renaissance des idéologies, de renaissance des systèmes, et il faut que le panafricanisme puisse faire ce travail-là. Le dernier élément essentiel, c'est la diaspora. La diaspora joue un rôle décisif, elle est présente partout dans le monde, et il est nécessaire qu'elle puisse trouver une place dans cet agenda politique, parce que son rôle va être aussi déterminant dans la manière dont l'Afrique est présente à travers le monde et se défend à travers le monde. Donc on a des institutions qui sont à refonder. L'Union africaine n'est pas ce gouvernement continental de l'Union dont parlait à un certain moment Mouammar Kadhafi. Les organisations régionales ont toutes des difficultés et quelque chose d'intéressant par moment. Mais aujourd'hui, il faut repenser cette unité continentale du point de vue notamment de la forme et du fond. Donc le travail sur l'idéologie, le travail sur les mécanismes de rapprochement des jeunesses, l'identification des problèmes communs, et ensuite eh bien, un travail qui, à mon sens, doit être fait en sachant qu'il y a énormément d'adversité. Beaucoup d'intérêts ne veulent pas voir aujourd'hui une Afrique unie. Donc ce sera également la reprise des luttes telles qu'elles ont peut-être été parfois trop vite abandonnées au moment des indépendances. Très bien. Une petite précision. On va parler même de l'Union africaine dans un court instant, mais lors de votre réflexion, vous avez également parlé de ce qui est de l'ordre de la réparation dans le cadre des crimes coloniaux. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question de la réparation du crime colonial peut être justement un fil conducteur pour l'ensemble des pays africains et même pour l'Union africaine pour mettre des bases de renouveau de l'unité? Alors, le thème des réparations, c'est le thème de l'année 2025 choisi par l'Union africaine. C'est en référence notamment aux 200 ans du racket de la France envers Haïti. Haïti a arraché son indépendance à la France lors d'une guerre de libération et la France a imposé une dette à Haïti qui a marqué en fait le début de ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et donc aujourd'hui, pour le bicentenaire de cette dette, il y a effectivement ce thème qui est à l'ordre du jour. Donc il est nécessaire qu'en 2025, tous les États africains, toutes les énergies africaines se retrouvent autour de la thématique des réparations et arrivent à sortir une position commune que l'Afrique devra ensuite défendre dans les instances internationales. Un autre élément essentiel, c'est que nous devons nous-mêmes nous réparer. Nous avons un travail à faire par nous-mêmes. Je pense que si on reprend les travaux de Frantz Fanon sur la désaliénation, si on reprend les travaux d'un certain nombre de figures sur comment nous devons également nous décoloniser, il y a ce travail à faire en premier lieu avant ensuite effectivement de pouvoir changer l'ordre international tel qu'il a été construit en mettant l'Afrique dans un rôle de pourvoyeuse de matières premières, dans une division internationale du travail qui aujourd'hui ne peut plus continuer à fonctionner de cette manière-là. Donc la question des réparations s'inscrit dans ces enjeux de nouvel ordre international, mais également de prise de conscience qu'il est nécessaire de changer l'éthique. On ne peut plus traiter les Africains et les vies africaines, comme ça a été le cas depuis un certain nombre de siècles. Il faut refonder ce qu'on appelle les humanités, l'humanité ou l'humanisme de manière générale, en tenant compte
des philosophies, des spiritualités, des valeurs que le continent africain peut apporter, dont l'une est celle de l'Ubuntu, qui a été développée en Afrique du Sud au moment notamment de la commission Vérité et Réconciliation. Donc il y a ce travail de réconciliation qui est à faire entre Africains, et il y a ensuite un travail de réparation. Très bien, Hamzat. On passe, très chers téléspectateurs, à la deuxième partie de notre émission. Très chers téléspectateurs, ce soir, on se penche sur la question du panafricanisme à l'ordre des mutations géopolitiques mondiales, mais aussi des conflits qui minent le continent africain. Frantz Fanon, justement, que vient de citer Hamzat Buhari, a dit « Gardons-nous de ne jamais oublier, c'est notre sort qui se joue au Congo ». Je viens vers vous, Saïd Bouamama. Est-ce qu'on peut donner à tort aujourd'hui à Frantz Fanon quand il a écrit ces mots il y a au moins 60 ans de cela, quand on voit au regard de ce qui se passe au cours de ces dernières semaines? Non seulement il n'a pas tort, mais cela indique que nous n'avons pas assez entendu son appel à la vigilance. En réalité, dès la période de la décolonisation, nous pouvions prévoir, comme l'a fait Frantz Fanon, que si l'Afrique n'était pas unie, eh bien, l'ampleur de ses richesses allait donner naissance à des stratégies de déstabilisation, des stratégies de balkanisation, des stratégies visant à créer par endroits le chaos afin de mieux accéder aux richesses. Par conséquent, l'appel de Frantz Fanon est plus que jamais d'actualité. Je le disais tout à l'heure, c'est la notion de communauté de destin qu'il faut mettre en avant. Et la notion du fait que le panafricanisme n'est pas seulement un choix, il est aujourd'hui une nécessité, à moins d'accepter de rester éparpillé, écartelé et la proie de tous ceux qui veulent accéder à nos richesses. Très bien, Saïd Bouamama. Je continue avec vous, justement. On le dit souvent au Congo, c'est l'histoire du continent africain qui se joue. Pourquoi est-ce qu'on rattache justement l'histoire des Grands Lacs à l'ensemble du continent africain, en particulier cet abcès sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? À mon sens, pour deux raisons essentielles. Il suffit de regarder l'endroit où se déroulent un certain nombre de conflits en Afrique pour s'apercevoir que ces conflits sont à la fois émergent à la fois dans des endroits dans lesquels le contrôle des matières premières est essentiel et des endroits dans lesquels se joue un contrôle militaire sur l'ensemble d'une région, voire sur l'ensemble du continent. La place géographique du Congo fait que celui qui maîtrise le Congo, celui qui domine le Congo peut contrôler une grande partie du continent. Et sur le plan économique, eh bien, le Congo est un révélateur, un miroir grossissant de ce qu'est toute l'Afrique, c'est-à-dire des richesses sur l'ensemble du continent et des richesses pas n'importe lesquelles, celles qui renvoient justement aux technologies les plus contemporaines, donc les minerais rares, les terres rares, etc., et qui aujourd'hui, effectivement, donc, donnent naissance à des stratégies multiples de déstabilisation. Très bien. À votre avis, Hamzat Buhari, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la ville de Goma intéresse tant les parties belligérantes au conflit à l'est du Congo? Déjà, la ville de Goma, c'est la capitale de toute une région du Nord Kivu, donc c'est un verrou stratégique, c'est un point de contrôle important. C'est également, je dirais, un point de départ vers d'autres cibles, donc la ville de Bukavu au sud Kivu, et d'autres zones vers l'équateur et vers l'Ituri. Donc c'est un point tout simplement stratégique en termes de contrôle que les groupes rebelles avaient déjà pris dans le passé. C'est également une ville dans laquelle se situait une présence militaire congolaise et également les organisations internationales donc, qui ont évacué en grande partie Goma. Et c'est aussi, je dirais, un peu la capitale de cette économie minière que l'on trouve dans l'est de la RDC, notamment au Nord Kivu. Donc on est toujours dans une logique de contrôle de territoire qui permet de mettre en place de nouvelles administrations, de repenser l'économie, de réorienter donc l'économie notamment vers le Rwanda, voire l'Ouganda. Et donc ça s'inscrit totalement dans une continuité de prédation, de contrôle des territoires, de contrôle des itinéraires et de contrôle économique et des populations dans cette région-là, puisque un certain nombre de populations ont fui, d'autres sont en train de revenir. Donc on revient encore dans ces logiques de brassage de populations sur des zones qui sont également transfrontalières, donc particulièrement sensibles
du point de vue donc des intérêts. Très bien. Saïd Bouamama, à votre avis, vous avez dit qu'aujourd'hui, le panafricanisme est plus qu'une nécessité pour l'ensemble du continent africain et l'ensemble de ses acteurs, qu'ils soient dans la société civile ou bien dans les partis politiques et même au sein de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les panafricanismes peuvent comprendre ou peuvent prendre ou expliquer ce bras de fer qui oppose d'un côté Kigali et de l'autre Kinshasa? Je pense qu'il faut, pour comprendre la situation, introduire un troisième acteur qui sont justement des intérêts étrangers, des intérêts internationaux qui veulent accéder à ces matières premières. Le monde est aujourd'hui le lieu d'un vaste affrontement entre une hégémonie existante et qui veut se maintenir et l'émergence d'un monde multipolaire très divers qui aspire à un monde dans lequel on n'aurait pas de puissance hégémonique qui dicte la loi aux autres. Ce qui se joue au Congo et ce qui se joue dans toute une série d'autres endroits, malheureusement exacerbés au maximum avec des millions de morts aujourd'hui, qui sont simplement l'idée que pour maintenir une région, il faut mettre en place un certain nombre d'éléments de déstabilisation afin d'accéder facilement aux matières premières. Et je pense que la République démocratique du Congo, par l'ampleur de ses richesses, est une bonne image de ce qui menace de très nombreux autres pays en Afrique. Très bien. Justement, Saïd, je viens vers vous, Hamzat. Saïd a parlé de quelque chose de très important qui est aujourd'hui les acteurs étrangers justement au sein de ce conflit qui secoue la République démocratique du Congo. Avant de revenir à l'actualité, est-ce qu'on peut revenir avec vous et faire un point historique? Il me semble que ça s'impose et revenir sur les retombées de cette fameuse conférence de Berlin qui a d'abord cristallisé le partage de l'Afrique dans un premier temps par la République démocratique du Congo. Et finalement, la République démocratique du Congo a toujours scellé le destin de l'Afrique face aux appétits des multinationales, aux appétits des puissances étrangères, n'est-ce pas? Oui, alors la conférence de Berlin, c'est en réalité la conférence du Congo. C'est le roi des Belges, Léopold II, qui tenait en fait à se tailler une propriété privée au cœur de l'Afrique. Donc c'était donc le Congo qui lui a été entre guillemets donné à titre de propriété privée. Et dès le départ, il y a eu une politique économique qui a rendu le Congo ouvert en fait à toutes les multinationales. Ce qui fait que le Congo a toujours été le réservoir des matières premières, des matières stratégiques, des multinationales et des États occidentaux. Donc il y a une logique de prédation qui n'est pas nouvelle. Il y a également une logique d'extraversion puisque le Congo est 80 fois plus grand que la Belgique. Donc on voit bien que le contrôle d'un aussi grand territoire par un plus petit territoire ne date pas d'aujourd'hui. Ce territoire, le Congo, a été construit pour être dominé, extraverti, contrôlé de l'extérieur. Et lorsque on constate qu'il y a des massacres et déjà un premier génocide des agents du roi Léopold II au Congo, donc la colonie est transférée à l'État belge, qui va ensuite développer un modèle colonial particulièrement réactionnaire, fondé notamment sur des déplacements de population, notamment dans la partie de l'Est du Congo. Et au moment de l'indépendance, ce sera une indépendance sabotée, puisque Patrice Lumumba, qui est le Premier ministre au moment de l'indépendance, dès les premiers jours, doit faire face à des mutineries, des sécessions, encouragées par les Belges et par les Américains, pour que le Congo, au moment de son indépendance, ne puisse pas profiter de ses richesses. Et donc il y aura une première crise à ce moment-là, la crise du Congo, dans laquelle les Nations Unies vont apparaître, les casques bleus, donc également l'ingérence des Nations Unies au Congo date de cette époque-là. Et par la suite, Lumumba sera éliminé. Et au terme d'une guerre civile, les États-Unis vont installer Mobutu, qui sera pendant 3 décennies leur agent au niveau de l'Afrique centrale et qui va permettre en fait le maintien des ressources stratégiques du Congo dans le giron occidental, mais également en lien avec un certain nombre de régimes, dont celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc quand la guerre froide se termine, il faut repenser la reconfiguration des alliances dans l'Afrique centrale. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis mettent en avant ce qu'on appelle la nouvelle génération, les leaders de la nouvelle génération, dont Yoweri Museveni, donc le président de l'Ouganda, qui soutient donc derrière Paul Kagame, donc le leader du Front patriotique rwandais, qui vont déclencher ensuite une guerre civile au niveau du Rwanda, qui sera marquée donc par le génocide des Tutsis, puis par la prise de pouvoir du FPR, et par la suite donc l'avancée des troupes du FPR dans l'est de la RDC pour poursuivre notamment les génocidaires de l'ancien régime
Hutus déchus. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'Est de la RDC devient une région absolument chrysogène, pathogène, avec la problématique des réfugiés, la problématique des matières premières, des milices qui se développent et progressivement une implosion du régime qui va mener donc une alliance construite et menée donc par Laurent Désiré Kabila à renverser Mobutu, à prendre le pouvoir donc à Kinshasa avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Et quand Laurent Désiré Kabila voudra se retourner contre ses anciens parrains en demandant donc aux Rwandais de partir, et bien là il y aura une seconde guerre du Congo avec l'intervention de puissances étrangères, de puissances africaines, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, puis l'installation de son fils Joseph Kabila. Donc on aura ensuite, à partir de ces années 2000, le développement de logiques de milices, de logiques de prédation avec différents groupes, le RCD Goma, le MLC, le CNDP, et donc aujourd'hui le M23 et quelques autres groupes protégés dans l'Est de la RDC qui allient à la fois des revendications politiques et du pillage économique visant à déstabiliser fondamentalement le régime de Kinshasa. Donc on est vraiment dans une histoire de la longue durée. Je pense que c'est important de comprendre que tout n'a pas débuté avec la prise de Goma il y a quelques jours, tout n'a pas débuté en 96 ou en 94, mais il y a vraiment un système de longue durée qu'il faut aujourd'hui comprendre pour bien trouver les solutions à cette situation. Très bien, Saïd Bouamama, à la lumière de ce que vient de nous dire Hamzat Boukhari, est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui que la République démocratique du Congo est une nouvelle fois au cœur d'un enjeu géoéconomique, mais géostratégique finalement, qui est en train de redessiner les rapports de force de domination autour de l'Afrique, mais aussi dans la région des Grands Lacs? Absolument, je pense que le Congo est de nouveau, comme dans les années 60, le nœud stratégique sur lequel s'évaluent aujourd'hui les tendances différentes, celle vers le progrès et l'émancipation, et celle vers l'éclatement et la catastrophe pour nos peuples. Et la leçon que l'on peut tirer, c'est que dans ce monde qui est un monde dans lequel les enjeux économiques sont tellement immenses pour notre continent, eh bien, s'il n'y a pas de projet national suffisamment construit, inclusif, impliquant l'ensemble des classes sociales, eh bien, on peut se retrouver facilement à être fragile face à un certain nombre d'intérêts internationaux qui peuvent utiliser toutes sortes de moyens pour déstabiliser une nation. Très bien. Hamzat, est-ce que finalement on peut dire aujourd'hui sans le moindre détour que la République démocratique du Congo est livrée à une guerre par proxy où les multinationales et les intérêts économiques jouent un rôle majeur? Alors, il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine. Ça, je pense que c'est la première guerre la plus importante. Donc aujourd'hui, les États-Unis veulent construire un corridor par l'Angola pour récupérer des matières premières au niveau du Congo, qui n'est pas pillé que au niveau du Kivu. Hein. Il y a aussi le Katanga, il y a aussi un certain nombre de régions qui connaissent ces prédations. La particularité de l'Est, c'est qu'on a des massacres, c'est qu'on a des millions de morts, c'est qu'on a des réfugiés. Mais c'est tout le territoire qui est soumis à cette prédation-là. Effectivement, on est, je pense, sur une guerre économique, on est sur une guerre géopolitique, on est sur des logiques également de guerre de pouvoir au sein même du système politique congolais, puisque les rebelles, l'Alliance du Fleuve Congo notamment, a indiqué qu'elle était prête à aller jusqu'à Kinshasa. On est également, je dirais, dans une guerre diplomatique intra-africaine entre les pays de l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud, et ceux de l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda. Et on a vu un peu la passe d'armes entre le président Kagame et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont des soldats ont été tués dans l'Est du Congo. Donc on est vraiment dans une situation où le Congo est au croisement, je dirais, de ces tensions entre l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, et on est vraiment au cœur, je dirais, d'un moment d'éclatement ou de reconfiguration des lignes et des rapports de force africains, qui suit également d'autres reconfigurations sur des positionnements vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis de la géopolitique internationale, qui font que le Congo doit redevenir un cas de résolution panafricain de nos problèmes.
Très bien. Saïd Bouamama, je voudrais votre avis sur un point qui peut sembler un peu naïf de poser la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les médias occidentaux parlent très peu de ce qui se passe en République démocratique du Congo, en particulier à l'Est? Je pense qu'effectivement, aborder la question du Congo aujourd'hui contraint de parler du rôle qu'ont joué un certain nombre de pays, des États-Unis à l'Europe, en soutien à la déstabilisation du Congo et en soutien en particulier au Rwanda et à ces pratiques déjà anciennes de pillage, en particulier du coltan congolais par groupes rebelles interposés. Le Rwanda exporte beaucoup de coltan alors qu'il en produit très peu. Ce simple fait obligerait à interroger qui sont les acheteurs, et les acheteurs, ce sont de grandes multinationales occidentales. Donc en parler, c'est révéler en réalité que le discours sur les droits de l'homme, le discours sur la démocratie est en fait dépassé par les intérêts économiques et les pratiques d'instrumentalisation de rébellion pour le plus grand profit des multinationales. Très bien, mais je viens vers vous, Saïd Bouamama, Hamzat Boukhari. On va parler un peu du peuple congolais. Justement, dans les médias occidentaux, dans les médias mainstream, le peuple congolais est caricaturé. Disons qu'il évite ce problème à l'est de la République démocratique du Congo. On va jusqu'à l'accuser à tort d'être un peuple qui ne sait que s'amuser, un peuple qui ne s'occupe pas de ses problèmes, jusqu'à finalement peut-être le convaincre que cette idée est réelle et créer des asphyxies internes. Qu'en pensez-vous finalement? Comment est composée aujourd'hui la sociologie du peuple congolais face à cet abcès qui dure, vous l'avez rappelé vous, et Saïd Bouamama, depuis au moins une trentaine d'années? Je dirais que le Congo est confronté à des élites, des dirigeants qui n'assument pas toujours leurs responsabilités, qui pensent parfois beaucoup trop à leurs propres intérêts et qui ne comprennent pas suffisamment les souffrances, les attentes, les aspirations de leur population. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je pense que le peuple congolais est un peuple qui est malgré tout fortement résilient, qui est capable de résistance, mais qui est malheureusement confronté au fait que ce qui lui arrive n'est pas suffisamment compris, n'est pas suffisamment exposé, et est justement caricaturé sous l'angle soit de conflits ethniques, soit de guerre civile. Donc il y a un travail au niveau des médias qui est à faire pour donner la parole aux Congolais, pour faire en sorte que les Congolais puissent eux-mêmes mettre les mots sur ce qui leur arrive, et aussi pour voir dans quelle mesure les Congolais sont eux-mêmes porteurs de solutions. Je pense que c'est très important aujourd'hui de redonner à ce peuple les moyens de l'initiative, de redonner à ce peuple sa souveraineté. Et c'est en ça que la crise du Congo, c'est aussi une crise politique, une crise du système politique congolais. Et donc là aussi, il faut repenser, refonder l'État même du Congo, et ça doit se faire avec tous les Congolais, repenser la question de la nation, la question de la citoyenneté, la question du vivre ensemble dans un territoire qui a été colonialement construit, et dont les enjeux et les géopolitiques à l'ouest, à l'est, au centre, au nord, au sud sont également très différentes. Entre Kinshasa et Goma, il y a des milliers de kilomètres de distance, et je pense que là aussi, il y a la nécessité de repenser l'unité du Congo, et pour ça, il faut être solidaire avec le peuple congolais sans discriminer aucun autre peuple avec lequel il serait en confrontation. Très bien, Hamzat. Quant à vous, très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire.
Très chers téléspectateurs, re-bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Comme vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines et comme chaque semaine, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille. Ce soir, je suis accompagné de Hamzat Boukhari, historien, spécialiste de l'Afrique, mais aussi de Saïd Bouamama, qui est sociologue et spécialiste également de l'Afrique. On essaye de se pencher à la lumière de cet abcès sécuritaire qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo et l'avancée du M23 jusqu'au Goma pour essayer de comprendre la pensée panafricaine au jour d'aujourd'hui, mais aussi ses mutations, mais aussi les mouvements qui traversent le continent africain. Je viens vers vous, Saïd Bouamama. Alors, je ne sais pas si je peux oser la question. Selon certaines études, le Congo est le pays le plus riche du monde. Est-ce que finalement, on peut réellement expliquer l'ensemble de ces violences autour de la République démocratique du Congo par les richesses du pays? Je pense que la causalité première est indubitablement l'ampleur de ces richesses. Vous savez, le Congo s'appelait à l'époque coloniale un scandale géologique, mais que, bien entendu, cette causalité première est renforcée par d'autres causalités qui sont les instabilités politiques, qui sont l'état des rapports sociaux à l'intérieur du Congo, mais la base matérielle de la rapacité qu'il y a autour du Congo et qui explique un certain nombre d'interventions, qui explique un certain nombre de complicités, renvoie effectivement à cette richesse de la base matérielle. Et c'est en cela que le Congo est un miroir grossissant de l'Afrique. Tout le monde sait que l'Afrique, en termes de possession de son sous-sol, a une place particulière sur l'ensemble de la planète et que l'Afrique sera donc l'objet à la fois d'un possible développement extraordinaire pour les décennies qui viennent, mais aussi de possibles déstabilisations de la part de ceux qui ne veulent pas renoncer à la domination du monde. Très bien, je continue avec vous. Vous avez parlé justement d'impact sur la, d'impact social sur la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, on le dit souvent évidemment que les abcès sécuritaires africains sont liés aux interventions étrangères, à cette histoire coloniale, à cette histoire douloureuse de la domination et du dominé. Mais finalement, il y a aussi des causes qui sont internes. Je fais référence là à ce qui est qualifié de guerre tribale ou de guerre ethnique. Dans le cadre de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Absolument. Vous savez, nous héritons de la période coloniale et même si ça peut sembler lointain, en réalité c'est très proche, nous héritons de la période coloniale et de l'état de l'organisation du marché économique mondial, d'économies qui sont des économies qui sont non inclusives pour l'ensemble de nos sociétés. Ce qui fait que dans beaucoup d'États, nous avons une inégalité de développement d'une région à l'autre et nous avons une concentration des investissements, une concentration des préoccupations autour de certaines régions avec abandon d'autres régions. Et c'est dans ce type de situation qu'émergent un certain nombre de mal-être sociaux qui peuvent être ensuite utilisés, instrumentalisés, manipulés pour provoquer des guerres civiles, des déstabilisations, etc. Et donc, oui, la tribu en elle-même n'est pas un problème, mais la tribu, sur la base d'une précarité sociale importante, peut être l'objet d'une déstabilisation nationale. Et donc, les questions qui nous sont posées, c'est la question du projet de développement. Les sociétés africaines ont besoin de projets de développement qui construisent la nation, qui unifient cette nation, et non pas d'un développement inégal qui se concentrerait sur certaines régions, comme à l'époque coloniale, elles étaient extraverties vers la métropole. Et donc je pense que c'est ça que révèle aussi la question congolaise. Très bien. Hamzat Boukhari, je viens vers vous avec la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est qualifié de guerre tribale ou de guerre ethnique peut également être expliqué ou être dit sans détour dans le cadre de l'abcès sécuritaire au Congo? Je pense qu'il y a une utilisation des identités dans la guerre au Congo, dans un certain nombre de guerres en Afrique, qui nécessite de comprendre que le tribalisme, c'est la manière dont on va coller des ressources ou des privilèges ou des avantages à des identités qui parfois n'ont pas demandé à bénéficier des avantages qu'on leur impute. La colonisation a construit des identités sociales auxquelles elle a donné des avantages, auxquelles elle a collé des stéréotypes souvent racistes. Et dans bien des cas, on n'a pas fait ce travail de détribalisation de l'économie, du politique, de la société, du culturel, qui fait qu'une simple étincelle peut effectivement embraser toute une région, tout un pays, tout un continent. Donc la question des identités, elle est fondamentale.
On est dans des circonstances où il est question de génocide, donc il est évident que la question des identités est très sensible et que les leaders politiques, les dirigeants politiques doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils font des déclarations qui vont dans ce sens-là, parce que ils ouvrent des conflits ou ils sont dans la continuité de conflits qui n'ont toujours pas été réglés depuis des décennies et qu'il convient vraiment d'aborder avec beaucoup de sang-froid. Voilà. Et derrière cette question des identités, c'est aussi évidemment des inégalités construites, des inégalités entretenues et des enjeux notamment autour de la terre, autour du foncier, qui sont également en lien évidemment avec la question des ressources dans le sous-sol. Très bien. Saïd Bouamama, on reste toujours sur ce point justement qui nous intéresse également ce soir. Amzad Boukhari vient et vous aussi, vous nous avez expliqué que finalement, il est question aujourd'hui, comme vous le dites très bien, de détribaliser la politique africaine, de détribaliser également l'Union africaine. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la République démocratique du Congo, on sait que par exemple Kagame accuse Kinshasa d'entretenir cet abcès sécuritaire par cet argument-là, et de l'autre côté, Kinshasa également accuse la République démocratique du Congo d'entretenir cet abcès-là par cet argument de la guerre tribale. Finalement, comment on peut justement dans ce cadre de la République démocratique du Congo aller de l'avant? D'abord, je pense qu'il faut revenir à un certain nombre de fondamentaux qui ont permis, au sortir de la colonisation, à un certain nombre d'États de commencer à construire un développement, même si pour un certain nombre d'entre eux, ça a été arrêté en cours de route. Et un des premiers éléments, c'est qu'il n'y a jamais de solution à partir d'une ingérence extérieure. Et donc, ce qui va, à mon sens, distinguer la position rwandaise de la position congolaise aujourd'hui, et quand je dis cela, il y a plein d'insuffisances au sein du gouvernement congolais, mais ce qui va les distinguer, c'est quand même cette idée d'ingérence nationale. Les Nations Unies, dans leur rapport, le groupe d'experts des Nations Unies indique très clairement que le Rwanda soutient les groupes rebelles, que les armes, etc. Et donc, par conséquent, la question qui nous est posée, c'est vraiment la question du respect des nations et de l'enclenchement d'un projet de construction nationale. Très bien. Amzad Boukhari, est-ce que finalement le panafricanisme n'a pas trop alourdi dans sa pensée son héritage? Bien évidemment, on ne remettra jamais en cause l'héritage du panafricanisme et l'ensemble de son histoire. Mais est-ce que parfois il a été finalement un genre de frein face aux enjeux de l'heure ou les enjeux de l'actualité, notamment sur cette question des guerres tribales qui ont beaucoup, là encore une fois, il faut le rappeler, profité aux puissances occidentales pour créer des ingérences, mais aussi créer des abcès sécuritaires et même des guerres civiles? Bon, en fait, je pense que la difficulté qu'on a, c'est que depuis plusieurs décennies, le Congo, qui est vraiment central et au cœur de l'Afrique, n'a jamais pu jouer son rôle continental, n'a jamais pu être le moteur justement de cette unité, de ce panafricanisme-là, parce que le Congo est embourbé dans des crises, dans des guerres, dans des conflits internes et par procuration, qui font que le panafricanisme est plus que jamais nécessaire pour relever ce pays, aider les Congolais à reprendre leur destin en main et effectivement comprendre que les enjeux sont si grands qu'on ne peut les résoudre que par l'unité. La question des ressources du Congo, elle seule, pourrait développer l'intégralité du continent africain. Donc il y a urgence à repenser le Congo comme un cœur, un pôle d'intégration, un pôle de pacification. Le territoire congolais héberge souvent malgré lui des groupes rebelles issus de tous les pays voisins, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de quelques autres pays voisins. Donc il y a aussi une nécessité, une responsabilité de tous les voisins de ce pays à se mobiliser. Et in fine, c'est tous les Africains qui aujourd'hui doivent prendre conscience que effectivement, c'est leur sort qui se joue aujourd'hui au Congo. Très bien, Saïd Bouamama, c'était bien Julius Nyerere qui disait que l'effort d'unir deux pays africains était
difficile, mais réunir plusieurs pays africains l'était encore plus. Et finalement, aujourd'hui, est-ce que ça sera difficile d'unir les pays africains sur un projet panafricain ou d'unité africaine? Mais si c'est le cas, lequel serait? Alors effectivement, c'est une vraie difficulté. La colonisation nous laisse un continent complètement hétérogène, nous laisse des héritages de conflits, nous laisse des nations non entièrement construites. Bref, on a toute une série de difficultés objectives qui pourraient nous faire croire que le chemin est impossible. Je pense qu'il faut distinguer à chaque fois deux dimensions. La dimension du cap, vers quel cap allons-nous? Et là-dessus, il est clair qu'en termes d'objectifs, les États-Unis d'Afrique sont une nécessité par rapport à l'évolution du monde qui devient un monde dans lequel coexistent des nations de dimension au moins régionale, si ce n'est continentale. Ça, c'est la dimension du cap. Après, il y a la dimension de l'étape. Bien entendu, ça ne sert à rien d'être d'un volontarisme complètement idéaliste qui ne prend pas en compte les obstacles. Par contre, maintenir le cap, ça nous permet de savoir dans quelle direction nous allons. Et puis l'autre dimension qui me semble vraiment essentielle, c'est que de toute façon, un panafricanisme solide qui peut répondre aux aspirations qui ont mené nos peuples à se battre pour l'indépendance, c'est-à-dire la scolarité, le bien-être, etc., eh bien ce panafricanisme-là ne peut être le fait que librement consenti par tous les États. C'est pour cela que je pense qu'il ne faut pas opposer la marche vers le panafricanisme et la construction de chacune des nations. En réalité, pour que le panafricanisme soit viable, il lui faut des nations solides. Et donc, ces deux combats vont de pair. Très bien, justement, Hamzat Buhari, quand on parle de ce projet historique qui est les États-Unis d'Afrique a porté Kwame Nkrumah ou encore la pensée panafricaine de Patrice Lumumba et les noms sont nombreux, aujourd'hui nous ramène à cette difficulté des pays africains à s'unir, comme vient de le dire Saïd Boumama. Pourtant, il reste, et vous-même, vous y croyez à cette idée aujourd'hui qu'on peut réellement s'unir. Mais au sein de cette unité, il y a le projet notamment de l'Union africaine qui est de désenclaver l'Afrique par le projet de la ZLECAf et d'autres projets qui sont nombreux. Mais quand on voit aujourd'hui la désintégration des blocs qui existent déjà, et je fais référence là à la CEDEAO et le fait que 3 pays sahéliens décident de mettre en place l'alliance des États du Sahel et de quitter la CEDEAO. Mais là encore, ils quittent la CEDEAO, mais il reste un objet de domination qui est le franc CFA. Comment est-ce que ces pays du Sahel peuvent conjuguer justement cette domination occidentale qui se caractérise par la monnaie et dans le même temps aller vers la souveraineté politique et économique à l'encontre des héritages qui sont finalement des héritages des indépendances et des déstabilisations de l'Occident en Afrique? Alors, comme disait Saïd, le continent n'avance pas à la même allure et dans la même direction forcément. Donc je pense qu'il y a des priorités. Dans certains cas, les priorités sont d'ordre sécuritaire, voire militaire. Dans d'autres, elles sont économiques. Il y a des zones qui peuvent se permettre effectivement de penser déjà la question de l'intégration économique, monétaire, du marché, avec toutes les dérives aussi que cela sous-entend. Et d'autres qui sont plus dans des logiques de repenser leur cadre sécuritaire, dans le cadre notamment des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Et ça a été plutôt effectivement la ligne des États du Sahel, qui ont néanmoins annoncé qu'ils travaillent sur un projet de monnaie. Je pense que la question de la sortie du franc CFA est quelque chose qui doit évidemment se faire, mais qui ne concerne pas que ces 3 pays. Donc là aussi, il y a une réflexion et une action à mener de manière plus large. Un pays comme le Sénégal a indiqué qu'il était prêt à aller à sa monnaie vers une monnaie nationale. Et puis aussi, je pense que nous sommes dans une période où il est nécessaire de repenser les combinaisons. C'est Fanon qui disait qu'il faut tester toutes les combinaisons possibles et trouver celle qui permettra de créer ce que Nkrumah appelait l'embryon des États africains unis. Voilà, peut-être que le découpage tel que on l'a hérité du point de vue du continent africain avec les zones nord, sud, est, ouest, centre n'est plus tout à fait d'actualité. Il faut repenser les alliances de manière différente, qu'il faut également regarder les enjeux, je dirais, géographiques, qui fait que certaines régions connaissent les mêmes difficultés climatiques et ont donc des raisons particulières de se mettre ensemble. Donc je pense qu'il faut désadministrativer la manière dont l'Afrique a été découpée
et partir sur des réalités qui font sens au niveau des peuples, qui font sens au niveau de l'histoire. Donc l'AES correspond à d'anciens empires qui existaient au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et être un peu plus intelligent sur la manière dont nous devons transcender les dites frontières héritées de la colonisation. Très bien, je viens vers vous, Saïd Bouamama, justement, on va rester dans l'histoire, la conférence de Berlin, ce fameux 26 février 1984 qui a finalement consacré la collaboration de certains États africains avec l'Occident, mais aussi le partage de l'Afrique. Mais comme l'a rappelé tout à l'heure Amzad Boukhari, le partage qui a scellé le destin du Congo et de l'Afrique en même temps. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne pourrait pas aller vers une nouvelle contre-conférence pour contrecarrer, même si 2 siècles plus tard, les méfaits de la conférence de Berlin qui constitue, je me permets de le dire, une insulte pour l'Afrique? Je pense qu'effectivement, nous devons prendre au sérieux ces moments importants, solennels, dans lesquels les peuples se fixent des grands axes de projet. C'est des moments dans lesquels on peut tirer des bilans. Vous savez, un grand monsieur comme Amilcar Cabral disait que la colonisation, c'était en réalité l'arrêt de l'histoire du peuple colonisé et que l'indépendance devait être son redémarrage. Comme la conférence de Berlin a scellé effectivement une partie de l'avenir dramatique du continent, eh bien une contre-conférence de Berlin aujourd'hui qui poserait la question des réparations, qui poserait la question des minimums à mettre en œuvre pour aller vers une unité africaine. Je pense par exemple au fait que les ressources essentielles doivent être des propriétés publiques et non confiées au privé. Je pense que la question du règlement entre Africains, des problèmes africains, y compris en termes de sécurité, que ces questions-là soient reposées. Je pense que répondre à la conférence de Berlin, c'est développer l'Afrique aujourd'hui. Très bien. Amzad Boukhari, je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est temps d'aller vers une contre-conférence, même si 2 siècles plus tard, pour exiger réparation, mais surtout pour tracer une nouvelle route pour l'ensemble du continent africain? Alors, il y a eu des travaux d'intellectuels, de chercheurs, de militants qui ont déjà fait plusieurs fois le procès de la conférence de Berlin, qui ont émis un certain nombre de propositions, de contre-propositions, de reconfiguration, on va dire, de la carte politique ou géopolitique de l'Afrique. Mais à mon sens, il est surtout urgent que les peuples soient réellement conscientisés et formés en profondeur sur la question du panafricanisme, et que ce ne soit pas juste des rendez-vous entre élites, dirigeants, intellectuels. Donc il y a un travail pédagogique à faire qui nécessite qu'au niveau des gouvernements africains, on inscrive réellement l'histoire des luttes d'indépendance et l'histoire du panafricanisme dans l'enseignement obligatoire pour que nos enfants, partout sur le continent, mais aussi dans les îles et un peu dans la diaspora, puissent comprendre les raisons qui font qu'aujourd'hui nous avons des conflits dont nous ne maîtrisons pas parfois l'origine. Ensuite, il est effectivement nécessaire de repenser la question de l'État fédéral africain, qui était l'objectif de Nkrumah, l'objectif de Cheikh Anta Diop et de bien d'autres, dans le contexte géopolitique qui nécessite effectivement, comme on le disait en introduction, que l'Afrique puisse parler d'une seule voix et que un Africain, quel qu'il soit capable de défendre les intérêts de l'Afrique dans son ensemble. Et donc, ça nécessite aussi que l'on se mette ensemble et que l'on définisse précisément quels sont les plus petits dénominateurs communs qui nous réunissent et quelles sont également les lignes rouges sur lesquelles aucun d'entre nous n'est prêt à transiger, puisque nous sommes aussi soumis à des forces d'éclatement, de balkanisation, de corruption. Et c'est seule l'unité dans la lutte, comme disait Cabral, qui permettra, je dirais, de s'en sortir à ce niveau-là. En sachant évidemment qu'une nouvelle conférence de Berlin, une contre-conférence de Berlin en Afrique, serait en réalité une nouvelle conférence de reconfiguration du monde. Et donc se pose aussi la question de décoloniser le Conseil de sécurité ou l'Organisation des Nations Unies ou les institutions financières internationales qui ont accompagné également ce processus de la conférence de Berlin et de la colonisation.
Très bien, brièvement, Saïd Bouamama, je viens vers vous. Un autre hommage à une grande figure panafricaine a été rendu avec cet acte fort et j'ai du mal à croire que je dis ces mots du président Joe Biden juste avant sa sortie qui a gracié la grande figure du panafricanisme qui est Marcus Garvey. À côté de cela, il y a aussi le départ des bases militaires occidentales. Est-ce que cela constitue pour vous de grandes avancées? Si oui, comment vous l'interprétez brièvement, Saïd, s'il vous plaît? Alors, c'est effectivement de grandes avancées. Ça indique que nos luttes ne sont pas vaines. Ça indique que parfois ça peut être long, mais que les choses avancent. Je pense que même ceux qui, aujourd'hui, n'ont aucun amour pour l'Afrique sont obligés de constater les aspirations qui naissent et le fait que tout n'est pas possible en Afrique et que les peuples réagissent. Certes, aujourd'hui, c'est éparpillé, c'est insuffisant, etc. Mais la force de transformation qui bouge en Afrique est telle que même ceux qui veulent simplement l'appuyer sont obligés d'en tenir compte. Très bien, merci Saïd. Je viens vers vous, Hamzat Boukhari. Vous avez 30 secondes pour un dernier mot et je vous préviens, on a une tradition sur Cap sur l'Afrique. Le dernier mot doit être positif et vers un avenir meilleur pour le continent africain. Ce que je dirais, c'est que nous entrons dans nous sommes dans la continuité du projet de renaissance africaine. C'est un processus qui a permis de remporter de grandes victoires, le colonialisme contre l'apartheid. Aujourd'hui, je pense qu'il faut reprendre cette marche et que l'histoire sont possibles. Il ne faut pas perdre espoir la possibilité d'une Afrique libre et d'un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus égal. Très bien, merci Hamzat Boukhari. Merci pour cette note positive justement qui clôture ce cap sur l'Afrique. Et merci à Saïd Bouamama de m'avoir accompagné tout au long de ce numéro. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.